À elle seule, elle nous a permis d'arrêter le temps, de sauvegarder la mémoire, de raconter l'histoire et de conférer à l'homme un grain d'immortalité. L'écriture, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est un don du ciel et sans nul doute très précieux, que tous sans exception, nous avions à notre portée et qui chaque jour nous permet de connaître les secrets de l'humanité. Écrire, c'est donc rêver, résister, espérer. Écrire, c'est donner vie à l'impossible et laisser une part de soi et de son monde à l'éternité. Et notre pays, le Mali, a toujours été un pays d'écriture par excellence, dont le nom a retenti de par le monde, grâce à des écrivains comme Yambo Ologem, Amadou Ampateba, Awa Keita, Mariamba Konaré, Massamba Kandiabaté et tant d'autres qu'on ne saura finir de les citer. Pour ce troisième numéro de Djamana Bedjo, nous vous proposons une véritable immersion dans le monde de l'écriture, mais plus précisément celui du livre, en compagnie des acteurs clés de ce milieu. Écrivains, éditeurs et lecteurs nous parlent. Mais tout d'abord, pour nos amis écrivains, qui représente l'écriture, écoutons-les. L'écriture, c'est pour moi une façon de m'exprimer, pour d'abord comprendre les autres et me faire comprendre aux autres. L'écriture pour moi c'est un moyen d'expression qui me permet de m'exprimer d'abord pour mon propre plaisir, ensuite d'aller à la rencontre d'un lectorat. L'écriture pour moi est un berceau, c'est un territoire non identifié qui n'est pas codé par des frontières. Et je crois que cette définition n'est pratiquement pas de moi, c'est un lieu commun de tous les auteurs, de tous les écrivains qui conçoivent l'écriture comme un refuge. Un moyen et une méthode utilisée par l'homme pour mémoriser et figer les grandes pensées de l'humanité, le récit du passé, et c'est, pour reprendre Amadou Ampateba, c'est la photographie même de la parole. Selon moi, c'est surtout la représentation de nos convictions, la représentation physique de nos vérités à nous, de nos pensées, de nos propositions en termes d'amélioration de nos sociétés. C'est surtout un moyen qui permet à l'être humain de matérialiser son savoir, ses connaissances et les recherches qu'il fait dans différents domaines. Aucun individu ne peut évoluer dans son existence humaine de façon isolée. Et pour qu'il puisse vivre en harmonie avec les autres, il faudrait qu'il s'exprime de façon à ce qu'une large partie de la population puisse le comprendre et lui aussi pour qu'en retour il puisse mieux comprendre les autres. L'écriture naît d'un voyage. Voilà, c'est un peu cet imaginaire que je donne à l'écriture. La volonté d'écrire naît de la volonté de voyager, d'être dans un lieu, s'asseoir et se dire « je vais quitter ce lieu ». En étant dans le lieu, je vais quitter le présent. On est soit dans le passé récent ou le passé très intérieur d'histoire, où on est dans la projection, l'avenir, le futur très proche ou le futur très au-delà de ce proche. Écrire, on le sait tous, n'est pas une tâche aisée. Alors, à partir de quel moment ils ont décidé de faire le grand saut et de devenir des écrivains? J'ai commencé à écrire quand j'étais en terminale, langue littérature, mais comme je l'ai dit, je ne pensais pas méditer un jour. J'écrivais des poèmes juste par simple plaisir, histoire de ressembler un peu à des idoles, comme voilà, Lamartine, Alfred de Musset, entre autres. Mais c'est en 2015 que j'ai décidé de publier mon premier manuscrit qui était
un roman, Le mystère du tournant. En fait, pour moi, beaucoup de personnes expriment ce déclic par la passion. Moi, je le définirais plutôt par une thérapie. Parce que pour moi, ce fut surtout une thérapie que de me lancer dans l'écriture. Ça m'a aidé à me soigner au regard des différentes épreuves que j'ai eu à traverser dans ma vie. Pas que forcément des épreuves dans le sens négatif, mais également dans le sens positif. J'ai eu à vivre des choses que j'ai voulu raconter, que j'ai voulu partager avec le monde. J'ai eu à sentir des choses que j'ai voulu proposer à ma société. Je dirais que c'est par coup de chance. Je suis juste tombé sur un ami qui est simplement extraordinaire. Je veux dire Modibo Ibrahima Kanfo. C'est un ami, lui, littéraire de formation. C'est lui qui avait bénéficié d'une formation par le dénouement d'un concours. Et ils ont été à Kangaba pour faire un atelier d'écriture sur comment écrire une nouvelle. À son retour, il a partagé l'information, son expérience avec moi. Il m'a raconté comment écrire une nouvelle. Il m'a raconté les grandes lignes, la technique qu'il faut adopter pour écrire une nouvelle. Donc j'ai écrit une première nouvelle en 3 jours et je me suis dit que écrire une nouvelle, pour moi, je trouve que le jeu est très facile. Maintenant, je vais m'essayer à faire un roman. Et je me suis mis à écrire mon premier roman qui est intitulé Sira ou les devoirs de la capitale, qui est mon tout premier roman. Je dirais que je ne peux pas dire exactement quand, dans la mesure où, depuis ma tendre enfance, en écoutant souvent la radio nationale du Mali, et surtout les discours du président Modibo Keïta, alors je me suis dit, une fois que je serai grand et que j'aurai la possibilité de faire des livres, j'écrirai pour essayer de valoriser le patrimoine authentique africain. Surtout, le déclic est venu en 1968, après le coup d'État qui a renversé le régime de Modibo Keïta. Alors, je n'ai pas compris l'opportunité de ce coup d'État. Je me suis dit, voilà un homme qui s'était fondu et confondu à son peuple. Je ne comprends pas pourquoi un coup d'État a mis fin à la gestion qu'il avait faite du pays. Alors, je me suis dit, dans tous les cas, une fois que Dieu me prêterait longue vie, j'écrirai un livre sur cet homme pour qu'on connaisse mieux l'homme et qu'on voit effectivement dans toute sa grandeur et ses faiblesses ce qu'il a voulu faire pour ce pays-là. Donc, le déclic en réalité est né à partir du coup d'État de 1968. J'écris depuis que j'ai 13 ans. Je pense que j'écris aussi parce que j'ai vu quelqu'un écrire toute sa vie autour de moi, qui est mon père. Professeur de lettres, ancien normalien. J'ai grandi avec ce père griffonnant. Quand je dis griffonnant, écrivant tout le temps. C'était son passe-temps favori quand c'était, par exemple, les vacances correspondent à la saison des pluies chez nous et les gens sont souvent chez eux. Et c'est le moment où les écrivains se mettent à table et commencent à écrire. Et je pense que j'ai embrassé aussi l'écriture pour pouvoir trouver des réponses moi-même. Et donc, le déclic vient de là, et surtout du fait que moi, je suis née et grandi dans une grande famille. Et dans cette grande famille, il y avait une tradition. Et dans les jours où il n'y avait pas école, on nous racontait des ziri, des contes autour du feu. Ça m'a considérablement émerveillée. Et les contes, et aussi celui qui faisait les contes, qui nous racontait ces contes en fait. Donc ce fut un moment de mon enfance très agréable, très inspirant et ça m'a énormément aidé à me cultiver et à m'auto-éduquer. Parce que les séries qu'on nous racontait, c'était souvent l'histoire de Sinamuso Numa, Sinamuso Djougou,
où à travers cette histoire, on te faisait apprendre et comprendre certaines réalités de la société, du fait que la méchanceté n'est pas bonne, que celui qui est méchant ou celle qui est méchante finit toujours mal, parce que c'était Sinamso Djougou qui finissait toujours mal. Ou quand on te racontait l'histoire de Surukuba Zunzaniba, tu te rends compte que nous sommes obligés quotidiennement de développer notre intelligence pour faire face aux aléas de la vie. Donc tous ces moments de mon enfance que j'ai vécu continuent de me marquer, et j'ai voulu vraiment ne pas oublier ça. Je n'ai pas voulu laisser perdre cette richesse, et ça a déclenché en moi une sorte de fibre littéraire que j'ai voulu vraiment exprimer. Et là, j'ai commencé à écrire mes premiers vers, mes premiers textes, parce que j'essayais toujours de transcrire ces ziri-là. Donc c'est un peu ça que voilà, je pourrais l'exprimer comme ça. Publier un livre est synonyme d'un parcours de combattant. Entre refus et rejet, mais parfois aussi par manque de moyens, certains abandonnent. Et nos écrivains, tout au long de leur odyssée, ont aussi rencontré des difficultés. Écoutons-les. Ça n'a pas été facile. Au milieu des années 90, j'avais déjà 115 poèmes que j'avais triés et je cherchais à me faire éditer. Alors, beaucoup m'ont dit non, la poésie est hermétique, la poésie est fermée, en plus, ça ne s'achète pas. Et donc, j'étais bibliothécaire au Centre régional de recherche agronomique de Niolo, donc j'ai écrit beaucoup de lettres que j'ai adressées à l'Institut français, à l'époque c'était le Centre culturel français, ensuite au duché de Luxembourg, entre autres, mais je n'ai pas, à l'UNESCO aussi, mais je n'ai pas reçu une réponse favorable. Certaines réponses ont été que nous n'avons pas de ligne budgétaire pour ce genre d'activité. Alors, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer autrement? Et lorsque j'ai rencontré le professeur Nchidis Mariko en 2015 déjà, c'est lui qui a lu mes premiers manuscrits. Il me dit, mieux vaut s'essayer à la nouvelle, ou en tout cas à la prose, parce que la poésie ne s'achète pas. Et là, j'ai commencé à écrire mon premier roman. Et à la suite de cet entretien avec lui, je me suis décidé, après correction, il m'a dit, vous pouvez adresser votre manuscrit à un éditeur. C'est en ce moment que j'ai contacté les éditions L'Harmattan et le premier manuscrit est sorti. Difficulté, j'aurais préféré plutôt que nous commencions par le plaisir, la joie que j'ai eue en écrivant. Naturellement, dans toute activité humaine, il y a quelquefois des obstacles que l'on rencontre. Mais ces obstacles, on les surmonte beaucoup plus facilement quand on a une vision et quand on a la volonté de réussir un objectif. Alors, moi je dirais que la joie que j'ai eue, c'est que, en écrivant, c'est que journaliste de mon état, j'ai travaillé 32 ans à l'Office national de radiodiffusion et télévision du Mali. Mais, vous savez, ces médias sont ce qu'ils sont. On est limité dans ce que l'on dit. Alors, je me suis dit, pendant tout ce temps, pendant ces 32 ans, je n'ai pas pu exprimer réellement tout ce que je voulais, ou en tout cas essentiellement ce que je voulais. Alors je me suis dit donc que une fois que je serai à la retraite et que je dispose d'un peu plus de temps, je vais essayer de mettre sur papier tout ce que je n'ai pas pu exprimer lorsque j'étais en activité à l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali. Donc voilà, c'est ce qui a fait que j'ai trouvé une grande joie, malgré les obstacles, quelques difficultés que j'ai rencontrées. Aujourd'hui,
en 6 ans, c'est-à-dire de février 2016 à avril 2022, j'ai écrit 9 livres. Il y a plusieurs écoles par rapport aux difficultés liées à l'écriture. Il y a des écrivains qui écrivent spontanément, il y en a d'autres qui font des recherches pour pouvoir écrire sur le sujet sur lequel ils écrivent. Il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Moi, je suis de l'école de la spontanéité. Je suis inspirée par un sujet, mais il y a une rigueur linguistique derrière et aussi artistique, parce que l'écriture est un schéma artistique. Et les difficultés sont d'ordre environnemental. Un écrivain a besoin de s'isoler pour pouvoir écrire. Et nous vivons souvent dans des sociétés très sollicitées. Même quand on vit en Europe, on vit dans des environnements très sollicités. Il faut trouver le temps, soit le temps pendant les vacances pour pouvoir écrire, avec la culpabilité que c'est quand même les vacances et que les vacances sont faites pour se reposer et s'amuser. Mais on essaie toujours de trouver la première des difficultés est d'ordre environnemental. Ensuite, quand on s'organise, on peut évidemment écrire. L'autre difficulté peut être liée surtout au Mali. On est face à une grande difficulté par rapport à la politique même du livre au Mali. Vous avez autour de vous des jeunes écrivains, vous les voyez se démener pour se faire éditer, vous les voyez se démener pour essayer d'avoir un public lecteur, et surtout qu'on est dans un pays où on ne lit pas. L'écriture a été un domaine longtemps réservé aux hommes. Et pour une femme, se retirer, aller se mettre dans un coin, passer des heures à écrire, c'est un peu mal vu et mal interprété. C'est souvent dit que tu n'aimes pas les gens, que tu n'aimes pas t'approcher des gens, ainsi de suite. Donc il y a toutes ces difficultés, des choses qu'on raconte, ainsi de suite. Donc au-delà de ça, mais ce n'est pas une difficulté à proprement dit, mais ça m'a permis aussi d'analyser cette société. Et donc j'ai su transcender cela. Une autre difficulté, c'est que pour se faire publier au Mali, il faut de l'argent, il faut avoir les moyens, parce que nous n'avons pas un fonds d'aide aux livres. Contrairement au Sénégal, il y a ce fonds d'aide depuis le temps de Léopold Sédar Senghor. Donc jusqu'à présent, le Mali n'a pas mis en place un fonds d'aide aux livres. Donc quand ce fonds d'aide aux livres n'existe pas, allez voir un éditeur avec un texte, lui dire de le publier sur compte d'éditeur, c'est-à-dire quand l'éditeur prend tout en charge. Il y a des éditeurs au Mali qui le font, mais avec beaucoup de difficultés, puisque le livre ne s'achète pas. Et souvent on se demande comment est-ce qu'ils mettent en place ces fonds pour publier les auteurs. Acteurs majeurs du monde du livre, les éditeurs sont incontournables. Mais de tout temps, ils sont indexés. Dans ces numéros, nous leur donnons aussi la parole. La difficulté d'accès à l'édition, moi je pense que c'est un problème de système. Les maisons d'édition, comme on l'a dit d'ailleurs, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Les maisons d'édition ne peuvent faire que ce qu'elles ont. Ils ne peuvent donner que ce qu'elles ont plutôt. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué si les auteurs pensent que nous, on ne veut pas les aider plutôt. Nous, en tant que maison d'édition, par exemple, je prends le cas d'Innov Édition, nous avons instauré une édition à compte d'éditeur. C'est-à-dire du moment où le manuscrit est bon, on prend l'engagement ferme de l'éditer à nos frais. Honnêtement, je pense que les critères de sélection, que ce soit ici, à Innov ou dans une autre maison d'édition, le premier point, ça c'est la qualité du manuscrit. Aucune maison d'édition ne veut éditer vraiment quelque chose qui n'a pas de qualité. Maintenant, le deuxième point, c'est le point le plus important. Le livre est de qualité, ça c'est de 1. De 2, est-ce que l'auteur a de l'argent pour faire face au coût d'édition? S'il ne l'a pas, est-ce que la maison d'édition peut faire face au livre? C'est là le véritable problème. Et il se trouve que beaucoup de maisons d'édition, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, mais elles n'ont pas les moyens vraiment de faire face. Même si le manuscrit est de qualité, tu trouves que la maison d'édition n'a pas les moyens vraiment de l'éditer. Et nous avons créé une stratégie ici pour qu'on puisse véritablement prendre
des livres à compte d'éditeur. Mais même avec ça, honnêtement, la chaîne du livre quand même demeure difficile. Parce que j'ai eu à te le dire, le problème même qu'on rencontre à longueur de journée, c'est que l'auteur pense, la majeure partie des auteurs pensent que c'est à nous vraiment de fournir 100% d'efforts pour l'écoulement des livres. Un auteur qui, après l'apparition de son œuvre, vous appelle après, comme une année après pour vous dire « Ah, monsieur l'éditeur, ça va, et mes droits d'auteur, c'est comment ?» Il n'a jamais cherché à faire une conférence. Il n'a jamais cherché à aller à la rencontre d'un public pour au moins essayer de parler de son œuvre. La maison d'édition, elle est dite, certes, mais le premier rôle du livre, ça revient à l'auteur, ça c'est évident. Et je vais vous dire une chose, il n'y a pas 1000 secrets dans le monde du livre. Tous les auteurs qui se sont connus, c'est des auteurs qui se sont battus pour cela. Et c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui fait un grand écrivain? La passion, la nécessité d'écrire ou tout simplement une histoire à raconter? Je pense qu'on doit avoir d'abord une histoire intéressante à raconter. On doit avoir l'envie d'écrire, de laisser quelque chose derrière nous. On a une pensée, on a une position qu'on veut défendre dans la société. Soit on dénonce, soit on encourage, soit on veut faire une prise de position politique, soit sur l'angle religieux, soit sur l'angle, je dirais, éducatif. En tout cas, on écrit selon son intérêt et on laisse l'appréciation maintenant aux lecteurs, aux éditeurs, à ceux qui donnent les prix. C'est eux maintenant qui vont voir ton travail et si ton travail mérite d'être récompensé, ton travail sera récompensé. La grandeur d'un écrivain se résume à sa capacité d'exprimer ce que les populations avec lesquelles il vit ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, nous sommes dans un pays où, je dirais, la crise que notre pays connaît est essentiellement due au fait que les Maliens eux-mêmes s'ignorent. Le défi principal, à mon sens, pour les Maliens et au-delà des Maliens, pour les Africains d'une manière générale, c'est d'apprendre à se connaître, à s'aimer, à se respecter, à se connecter avec ses ancêtres méritants et à réaliser ce que d'autres le pensent incapable, à savoir valoriser son patrimoine authentique. On ne peut pas parler d'écriture sans parler de lecture, car si l'on écrit, c'est dans l'espoir d'être lu. Raison pour laquelle nous avons donné la parole à certains lecteurs pour qu'ils nous parlent de leur passion. J'ai lu pour plusieurs raisons. D'abord, je fais partie de ceux qui pensent que la lecture présente de nombreux avantages. D'abord, je lis pour me découvrir. La lecture est un moyen pour moi de me découvrir à travers le vécu des autres. C'est-à-dire, lorsque je lis des livres, je rencontre des personnages qui partagent pratiquement les mêmes vécus que moi. Et tout de suite, ça me permet de faire une rétrospection sur moi-même et de mieux me connaître. Je lis pour me cultiver. Je lis pour apprendre. Je lis pour me faire une idée sur les belles choses qui ont été faites et dites dans le passé. Je lis pour avoir une connaissance très large de divers domaines. Parlons par exemple de la philosophie, de l'histoire, de la géographie, etc. Ensuite, je lis pour connaître les autres. Parce que dans les livres, à travers les histoires à raconter, et les vécus des personnages se mêlent de ceux des autres. Et ça me permet de les découvrir et de les connaître. Enfin, une raison fondamentale, je lis pour connaître le monde. En effet, à travers les livres, je parviens à découvrir les réalités des différents pays, de différentes époques, étant sur place. Donc, ce sont les raisons fondamentales qui
me pousse à lire. Ça te permet en fait de te défendre dans n'importe quelle situation. Ça te permet de mener à bien un débat. La lecture a eu un impact très positif sur ma vie. D'abord, elle a été d'un apport très important pour ma formation scolaire et universitaire. J'ai commencé à lire depuis le lycée et arrivé à l'université, j'étais un fan des livres. J'ai découvert beaucoup de livres de plusieurs pays et de plusieurs époques, ce qui a contribué à ma formation scolaire et universitaire. Et au niveau aussi de ma formation professionnelle, je me rends compte que la lecture a été un apport très important parce que quand je suis devant mes élèves, à travers la culture générale que j'ai, ils s'intéressent à ce que je dis et à ce que je fais aussi. Donc les cours se passent très bien, les élèves assimilent bien à travers la culture générale que j'ai. Ensuite, il faut aussi dire que dans la vie active, la lecture nous permet d'avoir un esprit critique. Esprit critique, pas dans le sens négatif, parce que toutes les critiques ne sont pas négatives. La lecture nous permet de nous faire des idées, de critiquer les autres, de se critiquer soi-même, sans pourtant les vexer. Donc c'est un moyen de s'améliorer sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel et sur le plan social. Et comme l'a dit Jean de Mersonne, tant qu'il y aura des livres, des gens pourront en écrire et des gens pourront en lire, tout ne sera pas perdu de ce monde, qu'en dépit de ses tristesses et de ses horreurs, nous avons tant aimé. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Djamana Bejo.